Pendant un long moment, mon mari et moi avons envisagé de tenter un double rendez-vous. Nous étions ensemble depuis 20 ans, nous avions 3 filles, une vie stable, heureuse, mais dans notre intimité, la routine s'était installée. Pendant longtemps, l'idée d'ouvrir notre mariage nous paraissait trop effrayante pour être réellement envisagée. Puis, un jour de Saint-Valentin, on s'est regardé et on s'est dit « Tant pis, on y va ». Nous avons cherché des partenaires sur Facebook parce que nous ne voulions impliquer personne que nous connaissions. À notre grande surprise, il a été extrêmement facile de trouver des couples, voire des groupes entiers, prêts à échanger leurs partenaires. Le problème, c'est que tout était très direct, presque cru, et cela nous mettait mal à l'aise. Il nous a fallu du temps pour trouver un couple qui semblait plus proche de notre état d'esprit. C'est ainsi que nous avons rencontré Richard et Cynthia. Richard disait posséder une petite entreprise de logiciels. Ils semblaient aisés, cultivés, polis dans leurs messages. Rien d'alarmant. Nous avons convenu d'un dîner pour la Saint-Valentin en nous promettant que nous pourrions toujours rentrer chez nous si nous ne le sentions pas. Nous avons laissé notre fille aînée responsable de ses sœurs pour la soirée et sommes partis au restaurant. Richard et Cynthia étaient déjà installés quand nous sommes arrivés. Mais dès le premier regard, quelque chose m'a troublée. Ils ne ressemblaient presque pas à leurs photos. Richard portait une barbe très épaisse et des sourcils si denses qu'ils assombrissaient son regard. Quant à Cynthia, son visage semblait figé, comme paralysé, incapable de montrer une vraie émotion. Son sourire paraissait forcé, presque mécanique. Nous nous sommes assis malgré tout. La conversation a commencé normalement jusqu'à ce que Cynthia me demande comment c'était de vivre dans notre quartier en le citant précisément par son nom. J'ai senti un frisson me parcourir. Je lui ai demandé comment elle savait cela. Elle a répondu que c'était indiqué sur mon profil Facebook. J'ai hoché la tête, mais j'étais presque certaine de n'avoir jamais mentionné notre quartier. Seulement la ville, une grande ville avec des centaines de quartiers. Quelques minutes plus tard, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Je me suis enfermée dans une cabine et j'ai immédiatement vérifié mon profil, puis celui de mon mari. Comme je le pensais, aucune mention de notre quartier. Un mauvais pressentiment m'a envahi. S'il connaissait le quartier, savait-il aussi où nous habitions exactement? Qu'avait-il cherché sur nous? Quand je suis sortie, Cynthia m'attendait près des lavabos. Elle m'a observée dans le miroir et a dit que j'avais l'air nerveuse. Puis elle a sorti un petit comprimé blanc de son sac et m'a dit que cela m'aiderait à me détendre et à m'ouvrir à cette grande opportunité. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai refusé. En retournant à table, j'ai envoyé discrètement un message à ma fille pour lui dire que nous rentrions probablement plus tôt. En croisant le regard de mon mari, j'ai compris que sa discussion avec Richard avait été tout aussi étrange. Il avait l'air tendu. J'ai essayé d'inventer une excuse pour partir en disant que notre fille ne répondait pas, mais ils ont insisté pour que nous restions au moins dîner et prendre un verre. Ils ont ajouté que nous pourrions toujours renoncer à la suite. Malgré notre malaise, nous sommes restés jusqu'à la fin du repas. Peu à peu, leurs regards ont changé. Ils ne discutaient plus vraiment avec nous, ils nous observaient, comme si nous étions devenus des objets. Ils ont même insisté pour que nous prenions un dessert. Quand le dîner s'est enfin terminé, ils ont tenté de nous convaincre de rentrer chez eux. C'était trop. Nous avons écourté les adieux et quitté le restaurant rapidement. Dans la voiture, mon mari m'a avoué que Richard lui avait aussi proposé un comprimé. À ce moment-là, c'était évident. Ces gens étaient dangereux. Pourtant, je n'arrivais pas à me calmer. Ma fille ne répondait toujours pas. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas décroché. Puis elle a commencé à m'envoyer des messages incohérents, presque illisibles. J'ai senti la panique monter. J'ai demandé à mon mari d'accélérer. Quand nous sommes arrivés devant la maison, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Des voitures de police, des ambulances, la porte d'entrée défoncée. Je suis sortie en courant appelant mes filles. À l'intérieur, des policiers partout, je fouillais chaque pièce en pleurant. On me parlait, mais je n'entendais rien. J'étais persuadée qu'on me les avait enlevés. Mon mari m'a finalement entraînée vers l'arrière de la maison. Dans le jardin, mes filles étaient assises, enveloppées dans des couvertures, entourées de policiers. Elles tremblaient, mais elles étaient vivantes. Ma fille aînée s'est jetée dans mes bras en s'excusant. Elle avait prévu de faire venir son petit ami pendant notre absence. Quand il est arrivé, il a vu 2 vannes sans fenêtre garées dans l'allée. Il l'a immédiatement prévenue. Elle a rassemblé ses sœurs et les a conduites en silence dans l'abri de jardin, juste au moment où des hommes masqués sortaient des véhicules et forçaient la porte. C'est le petit ami qui a appelé la police. Les hommes, pensant la maison vide, ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. J'étais soulagée qu'elle soit en vie, mais envahie par la culpabilité.
Je suis convaincue que ce rendez-vous avait pour but de nous faire quitter la maison. Je suis certaine que si nous avions pris ces pilules ou accepté de les suivre chez eux, nous aurions disparu nous aussi. J'ai supplié la police de les retrouver. Mais ils se sont volatilisés. La carte bancaire au nom de Richard était fausse. L'appartement qu'il prétendait louer n'existait pas, son entreprise non plus. Selon la police, tout cela correspond aux méthodes d'un réseau spécialisé dans le trafic humain. Je dois croire cette version. Sinon, je ne comprends pas comment ils auraient su où nous vivions. À ce jour, je n'arrive toujours pas à réaliser à quel point mon mari et moi avons failli détruire la vie de toute notre famille. Un jour au lycée, je me suis retrouvée à discuter avec une fille de ma classe qui s'appelait Caroline. On a parlé longtemps, on a échangé nos réseaux sociaux, puis les vacances d'hiver ont commencé dès le lendemain. Honnêtement, je pensais que ça s'arrêterait là, mais on a commencé à s'écrire. Beaucoup. On s'appelait en visio presque tous les soirs. Très vite, c'est devenu une vraie phase de flirt. J'étais impatient de retourner au lycée, juste pour la revoir. Quand je l'ai retrouvée en vrai, j'ai compris que j'avais développé de vrais sentiments. Je lui ai avoué ce que je ressentais, et, à mon immense soulagement, c'était réciproque. Ce jour-là, on est restés ensemble après les cours. Elle m'a prévenu que son père ne la laisserait jamais sortir avec un garçon sans l'avoir rencontré d'abord. J'étais nerveux, mais j'ai accepté d'aller chez elle. Finalement, son père s'est montré étonnamment détendu. Il m'a posé quelques questions, m'a observé un moment, puis a donné son accord. J'étais soulagée. Caroline m'a ensuite emmenée dans sa chambre, porte grande ouverte. On s'est assis sur son lit pour discuter. Peu à peu, on s'est rapprochés. On riait, on se frôlait. On était à quelques centimètres l'un de l'autre, à 2 doigts de s'embrasser. Et sans prévenir, un gars de notre âge a fait irruption dans la pièce. Il nous fixait, figés, comme s'il venait de voir quelque chose d'interdit. J'étais totalement perdue. Je savais qu'elle n'avait pas de frère. Pendant une seconde, j'ai même cru qu'elle me cachait un autre petit ami. Elle s'est empressée de m'expliquer que c'était son cousin Anthony. Il habitait pas loin et passait souvent à l'improviste. Elle lui a proposé de rester avec nous, mais il a répondu sèchement qu'il nous laisserait tranquilles. Son ton était froid, son regard étrange. Mais à cet instant, j'étais trop absorbée par ma première petite amie assise à côté de moi pour y prêter plus d'attention. On s'est embrassés, on est restés enlacés pendant des heures. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue intense. On déjeunait ensemble au lycée. On a fini par presque arrêter de voir nos amis. Les miens étaient ravis. Ils me félicitaient d'avoir pécho une bombe. Les amis de Caroline, en revanche, étaient hostiles. Elle me disait qu'elle l'ignorait, qu'elle la traitait d'hypocrite. Un numéro inconnu lui envoyait des messages ignobles, la traitant de traîtresse et de fille facile. Certaines phrases étaient vraiment violentes. J'ai voulu intervenir, mais elle m'a supplié de ne pas confronter ses amis. J'ai promis. Pourtant, je sentais que quelque chose n'allait pas. Au lycée, j'avais constamment l'impression qu'on nous observait, comme si des regards se détournaient à notre passage, comme si des rumeurs circulaient. Pour échapper à cette atmosphère, je l'ai emmenée déjeuner en ville. On s'est installé près d'une fenêtre. Pendant qu'on attendait nos plats, j'ai reçu un message du numéro inconnu. Cette fois, ce n'était plus une insulte. C'était une menace de mort. Mon cœur s'est serré. Je n'ai rien dit à Caroline. Je ne voulais pas l'effrayer. 10 minutes plus tard, j'ai remarqué, derrière elle, une silhouette arrêtée à vélo devant le restaurant, capuche sur la tête, visage dissimulé. La personne fixait l'intérieur, nous fixait. J'ai détourné les yeux, essayant de me convaincre que j'exagérais peut-être. Après le déjeuner, on est allé au cinéma, une comédie romantique banale. On s'est installé au fond de la salle, dans l'ombre. Juste avant que le film commence, j'ai vu quelqu'un entrer seul et s'asseoir vers l'avant. Tout le monde était en couple, sauf cette personne. Je ne distinguais pas son visage, mais quelque chose me semblait familier. À la fin du film, son regard avait changé. On savait tous les deux ce que cela signifiait. Je nous ai conduits jusqu'à un parc isolé. Il était tard. Le parking était vide. J'ai éteint les phares. On est passé à l'arrière de la voiture. On s'est embrassés. On a commencé à retirer nos vêtements. J'étais excitée. C'était censé être un moment parfait. Et soudain, un coup violent a frappé la vitre, puis un autre. Une lumière aveuglante a traversé l'habitacle. Une voix a hurlé de sortir immédiatement. J'ai cru que c'était la police. On a remis nos vêtements en catastrophe. J'ai ouvert la portière. Ce n'était pas un policier, c'était Anthony. Son visage était déformé par la rage. Il m'a attrapé par le col et m'a tiré hors de la voiture. Il s'est jeté sur moi, me frappant sans retenue.
Je me suis défendue mais sans vouloir le blesser gravement. Caroline criait, pleurait, essayait de nous séparer. Anthony était hors de lui. Il hurlait que je lui avais volé Caroline. Et là, tout a pris sens. C'était lui qui nous suivait, lui qui envoyait les messages, lui qui nous observait, parce qu'il aimait Caroline, d'une manière tordue. J'ai essayé de lui parler. À peine avais-je ouvert la bouche qu'il a sorti un couteau et l'a posé contre sa propre gorge. Le temps s'est figé. Sans réfléchir, je me suis jetée sur lui, l'ai plaqué au sol et lui ai arraché l'arme des mains. Il se débattait, hystérique. J'ai réussi à le maintenir jusqu'à l'arrivée de la police que Caroline avait appelée. Anthony a été placé en hospitalisation psychiatrique d'urgence pour évaluation. Il n'a pas été poursuivi, mais il a été gardé sous surveillance jusqu'à ce qu'il ne représente plus un danger pour lui-même ou pour les autres. Plus tard, il a changé de lycée et est parti vivre chez un autre membre de la famille. Après ça, tout est redevenu calme. Mais j'ai compris que la jalousie peut transformer quelqu'un de proche en véritable danger. Je suis une femme célibataire qui vit seule dans un appartement d'une chambre, au rez-de-chaussée d'un immeuble récent. J'y avais emménagé environ 1 an avant les faits. Cette histoire s'est déroulée le jour de la Saint-Valentin, l'année dernière. Mon appartement se trouve au premier niveau, avec un petit patio à l'arrière et une porte d'entrée qui donne directement sur le couloir principal. Un matin, vers 7 heures, je suis sortie pour aller travailler. En ouvrant la porte, j'ai découvert un petit cœur de Saint-Valentin scotché dessus. Sur le moment, je me suis dit que c'était un geste de la gestion de l'immeuble. Il m'avait déjà laissé un kit de bienvenue à mon arrivée, et dans mon ancien appartement, il faisait aussi ce genre d'initiative. Je n'ai même pas pris le temps de le lire. Je l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine en me disant que je regarderais ça le soir. Quand je suis rentrée du travail, je me suis enfin décidée à ouvrir la carte. Et j'ai compris immédiatement que cela ne venait pas de la direction. Mon prénom était écrit dessus, à l'intérieur, le message était manuscrit. Il disait que j'étais probablement la plus belle fille de tout le complexe résidentiel et qu'il espérait que nous pourrions passer la prochaine Saint-Valentin ensemble. J'ai senti un frisson me traverser. Le ton était étrange, trop personnel, trop intime. Je ne connaissais pratiquement personne dans l'immeuble. À peine quelques visages croisés dans les couloirs. Quelqu'un m'observait. Quelques heures plus tard, je préparais le dîner. Ma cuisine se trouve à l'avant de l'appartement. Quand je suis au comptoir, je fais face au salon et à la grande baie vitrée qui donne sur le patio. Il était environ 19 heures. Il faisait nuit. Alors que je coupais des légumes, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme debout derrière la porte vitrée, immobile, en train de me regarder. Je ne l'avais jamais vu. Nos regards se sont presque croisés. Mon sang s'est glacé. Je me suis accroupie immédiatement derrière le comptoir, incapable de respirer normalement. Quand j'ai osé relever la tête quelques secondes plus tard, il avait disparu. À cet instant, j'ai su. C'était lui, celui de la carte. Une pensée m'a terrifiée. Et s'il avait déjà regardé à travers mes fenêtres auparavant sans que je m'en rende compte, peut-être qu'il m'avait simplement vu partir le matin. Beaucoup d'appartements donnent sur le parking où je gare ma voiture. Mais peu importe comment il m'avait repéré, quelqu'un se comportait de la façon la plus inquiétante possible. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je n'avais presque aucune description. Je ne l'avais aperçu qu'une seconde dans l'obscurité. Tout ce que je pouvais dire, c'est qu'il semblait être un homme blanc, environ 1,80 m, aux cheveux foncés. J'ai envoyé un message à la gestion de l'immeuble pour les prévenir. Je ne savais même pas ce qu'ils pourraient faire. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident. J'ai fermé tous les rideaux. Vers 23 h, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai cru entendre le bruit de ma poignée de porte qui bougeait. J'étais dans ma chambre. Je me suis figée, puis j'ai entendu frapper. Mon cœur s'est emballé. J'ai su, instinctivement, que c'était lui. J'ai attrapé mon téléphone, prête à composer le numéro d'urgence, puis je me suis approchée silencieusement de la porte d'entrée. J'ai regardé par le judas. L'homme ressemblait fortement à celui que j'avais vu derrière la vitre. J'ai appelé la police immédiatement. Je suis retournée dans ma chambre pour leur expliquer la situation. 1 minute plus tard, il a frappé de nouveau, puis encore. Les policiers étaient en route. J'essayais de rester calme. La 3e fois, il s'est mis à crier qu'il avait besoin d'aide. Il suppliait qu'on ouvre, demandait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sa voix se voulait paniquer. Mais quelque chose sonnait faux. Je savais que c'était une tentative pour me faire ouvrir. Puis le silence. Pendant quelques secondes, j'ai cru qu'il était parti, mais il était toujours là. Il a attendu devant ma porte jusqu'à l'arrivée de la police. Quand ils sont arrivés, ils ont parlé avec lui
puis avec moi. J'étais soulagée qu'il ne se soit pas enfui avant leur venue. Il n'a pas été arrêté, mais il a été expulsé de l'immeuble et interdit d'y revenir. Depuis cette nuit-là, je ne l'ai jamais revu. Mais parfois, quand je passe devant ma porte d'entrée le soir, je repense à ce petit cœur collé dessus et à la façon dont quelqu'un avait déjà décidé, sans que je le sache, que je lui appartenais. Pour vous donner un peu de contexte, je suis une femme, et cette histoire s'est produite quand j'étais au lycée, en classe de seconde. J'étais une élève plutôt ordinaire. J'avais un bon groupe d'amis, je sortais parfois avec eux, et à cette époque, je ne fréquentais personne. Quand la Saint-Valentin est arrivée cette année-là, c'était un jour banal pour moi. Mais dans mon lycée, on pouvait acheter une rose pour quelqu'un, et elle était livrée pendant l'heure d'études par des assistants enseignants. C'était surtout populaire chez les garçons, qui en offraient une à leur petite amie. Je ne m'attendais absolument pas à en recevoir une. Pendant l'heure d'études, j'étais en cours d'espagnol, concentrée sur mes devoirs, quand une élève est entrée avec plusieurs roses à la main. Elle a appelé quelques prénoms, distribué les fleurs, puis elle a prononcé le mien. J'ai levé la main, sous le regard surpris de mes amis, et elle m'a donné la rose. Je n'avais aucune idée de qui pouvait me l'avoir envoyée. Une amie m'a immédiatement demandé de qui ça venait. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. On a commencé à faire des suppositions, mais rien ne collait. J'avais bien un petit faible pour un garçon de l'équipe de football. On parlait parfois, alors j'espérais un peu que ça vienne de lui, mais au fond, je savais que c'était peu probable. Toute la journée, j'ai essayé de découvrir l'identité de l'expéditeur, sans succès. Mon dernier cours était sciences. Une fois terminé, je suis allée à mon casier pour récupérer mes affaires. En arrivant, j'ai vu qu'un mot y était accroché. Mon cœur a accéléré. Je l'ai détaché et lu. Je vois que tu as reçu la rose que je t'ai envoyée. J'espère qu'elle t'a plu. L'écriture était brouillonne, presque tremblée. Je n'ai rien reconnu. J'ai levé les yeux dans le couloir bondé, mais personne ne semblait m'observer. Je suis rentrée à pied, comme d'habitude. J'habitais à environ 15 minutes du lycée. À mi-chemin, je me suis retournée sans vraiment savoir pourquoi. Il y avait un garçon derrière moi, à distance. Je ne l'entendais pas marcher, je l'avais seulement senti. Il était très grand, cheveux blonds bouclés, lunettes. Je le reconnaissais de vue. Il n'était pas dans ma promotion. Je ne connaissais ni son nom, ni sa classe. Je n'avais jamais remarqué qu'il vivait près de chez moi. En arrivant dans mon allée, je me suis retournée encore une fois. Il était toujours là, plus loin sur le trottoir, avançant dans ma direction. C'était étrange. Je suis entrée chez moi. Environ 15 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. J'étais seule. Mes parents travaillaient. Je suis descendue prudemment. Mais quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste le silence. Quelques heures plus tard, mes parents sont rentrés. Ma mère est montée dans ma chambre et a posé une enveloppe sur mon bureau. Elle m'a dit qu'elle était sur le perron quand ils sont arrivés, avec mon prénom écrit dessus. J'ai senti mon estomac se nouer. À l'intérieur, la lettre confirmait ce que je redoutais. C'était la même personne que celle de la rose et du mot au casier. Il écrivait qu'il m'avait vu rentrer, qu'il espérait que ses attentions m'avaient plu et qu'il voulait me rencontrer le lendemain matin à 7h30 sur le parking arrière du lycée. J'ai immédiatement pensé au garçon qui m'avait suivi. Je trouvais ça inquiétant. Je ne lui avais jamais parlé. Je ne lui avais jamais donné la moindre raison de croire qu'il m'intéressait. Malgré tout, j'ai décidé d'y aller le lendemain pour clarifier les choses. Les cours commençaient à 7h50 et j'arrivais souvent vers 7h30. Je me suis dit que je pourrais lui dire calmement que je n'étais pas intéressée et que le fait de me suivre n'était pas acceptable. Le parking arrière était calme, presque isolé. Il servait surtout lors des matchs de football ou quand le parking principal était plein. Quand je suis arrivée, il y avait quelques voitures, mais personne dehors. Puis j'ai vu la portière d'une voiture s'ouvrir. Le garçon en est sorti. Je savais que ce serait lui. Il s'est approché en souriant. Il s'appelait James. Il a confirmé qu'il m'avait envoyé la rose. Je lui ai dit que je m'en doutais, puisqu'il m'avait suivi jusqu'à chez moi. Il a répondu qu'il l'avait fait pour pouvoir me laisser la lettre. Avant que je puisse terminer ma phrase, il m'a proposé d'aller parler dans sa voiture. J'ai refusé immédiatement. Je lui ai dit que je devais aller en cours. Il a insisté. Il a dit qu'on pourrait passer la journée ensemble, sécher les cours, partir quelque part en voiture. Son ton avait changé. J'ai répété non et j'ai commencé à m'éloigner. Il s'est mis à me suivre, puis à accélérer. Je me suis retournée. Il marchait de plus en plus vite vers moi. Alors j'ai commencé à courir vers le bâtiment principal. Il s'est mis à courir aussi, à pleine vitesse derrière moi.
Je pouvais entendre ses pas se rapprocher. Il a finalement ralenti quand j'ai atteint le parking principal, là où d'autres élèves pouvaient le voir. J'ai réussi à entrer dans le lycée. Dans les jours qui ont suivi, il m'a envoyé des messages sur les réseaux sociaux, alternant insultes et accusations. Je l'ai bloqué partout. Je l'ai très peu revu ensuite. Il était en terminale cette année-là et séchait souvent les cours. Avec le recul, je réalise à quel point la situation aurait pu mal tourner. Ce qui avait commencé comme un geste romantique s'est transformé en traque silencieuse. Depuis ce jour, j'ai appris à écouter ce petit signal d'alarme intérieure, parce que parfois le danger ne se présente pas comme une menace évidente. Il commence par une simple rose. Ce que je m'apprête à vous conter est arrivé l'année passée lors de la Saint-Valentin. Je suis une femme qui vit seule dans une petite maison à environ 10 minutes en dehors d'une grande ville. Je vivais dans cette maison depuis 3 ans, après avoir déménagé d'un appartement dans une autre ville. Cela faisait quelque temps que j'étais seule et, à ce moment-là, je ne cherche pas à faire des rencontres. J'étais principalement concentrée sur mon travail qui me prenait tout mon temps en cette période de l'année. Puis un matin, il s'est avéré que c'était la Saint-Valentin. Comme à mon habitude, je me suis levée vers 6h du matin. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai remarqué qu'il y avait une lettre déposée juste devant ma porte d'entrée, avec une rose au-dessus. J'ai tout récupéré et j'ai remarqué que mon nom était inscrit sur la lettre, mais qu'il n'y avait aucune adresse de là où provenait celle-ci. C'était bizarre, puisque sitôt dans la matinée, je savais que quelqu'un avait fait l'effort physique de venir me déposer la lettre et la rose sur le palier de la porte d'entrée, et non pas simplement de me l'envoyer via mon adresse. Je les ai emmenés à l'intérieur, très curieuse à l'idée de savoir de qui cela provenait. Lorsque j'ai ouvert la lettre, je suis passée de heureuse à totalement terrifiée. La lettre était écrite à l'ordinateur, commençait par me complimenter sur mon physique et disait aussi que j'étais belle. Puis ça s'est poursuivi sur la description de certaines de mes activités quotidiennes, et puis la personne ayant écrit cela a fini sur le fait que nous étions faits l'un pour l'autre. Cependant, qui que ce soit n'a jamais laissé de nom ou même d'indication pour savoir de qui cela provenait. J'ai pris une photo de ce que j'avais reçu et je l'ai envoyé à un groupe de conversation où il y avait certains de mes amis, leur demandant si l'un d'entre eux avait fait ça en guise de plaisanterie. Je ne pensais vraiment pas qu'ils puissent faire quelque chose comme cela. Et évidemment, ils ont tous assuré que ça ne venait pas d'eux. Mais on a néanmoins trouvé ça amusant. J'ai réfléchi à toutes les personnes qui auraient pu m'envoyer ceci, mais je ne pouvais pas avoir une bonne idée de qui il s'agissait. J'ai décidé de laisser tomber et d'oublier cette histoire. Cette nuit-là, en rentrant du travail, j'ai encore une fois trouvé quelque chose sur le palier de la porte d'entrée. C'était une feuille en papier en forme de cœur où il était inscrit dessus « Pourquoi ne passerais-tu pas la Saint-Valentin avec moi ?» Je l'ai ramassé et je suis entrée chez moi pour appeler ma meilleure amie et lui raconter toute l'histoire. Nous avons discuté un bon moment et cela m'a fait me sentir mieux. Mais peu de temps après avoir raccroché, alors que j'étais dans le salon, j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée. La nuit était déjà tombée, donc ça m'a immédiatement mis la puce à l'oreille. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, mais personne n'était là. Je pense avoir vu dans le coin de l'œil un homme marcher sur le trottoir dans la direction opposée. Bien évidemment, je ne l'ai aperçu qu'une seconde, donc je ne pouvais absolument pas donner une description physique de lui. J'ai ouvert la porte, et il n'y avait aucune nouvelle lettre ou quoi que ce soit d'autre sur le palier de la porte. J'étais dorénavant très concernée par le fait de savoir de qui il s'agissait, mais je ne savais pas du tout s'il y avait des raisons d'appeler la police ou quoi que ce soit. Je n'ai pas été menacée ou autre, donc il se pourrait que tout cela ne soit qu'une mauvaise blague. Puis je ne voulais pas réagir à l'extrême. Mais pour autant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir nerveuse concernant qui cela pouvait être. J'ai rappelé ma meilleure amie et elle m'a proposé de rester pour la nuit. Ce à quoi j'ai répondu « oui ». Elle ne vivait pas très loin et était sur les lieux en 15 minutes. Il n'y a eu plus aucune activité suspecte le reste de la nuit et le jour suivant. Tout semblait aller pour le mieux. Je suis retournée travailler comme à mon habitude et lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais ravie de constater qu'il n'y avait pas de lettre ou autre. Je me suis dit que, quoi que ce soit, cela devait être une espèce de plaisanterie pour la Saint-Valentin. Malgré tout, j'ai continué de me demander qui cela pouvait être. Mais je n'étais plus aussi concernée par la chose dorénavant. Environ 2 jours plus tard, quand je suis rentrée du travail, j'ai de nouveau trouvé une lettre sur le palier de ma porte. J'ai eu un mauvais pressentiment en la voyant. Quand je suis entrée, je l'ai ouverte. À l'intérieur de celle-ci, une nouvelle lettre écrite à la main. Celle-ci disait mot pour mot « Cela fait un moment que je t'observe. J'espère que tu as aimé mes cartes de Saint-Valentin l'autre jour. J'ai aussi toqué plusieurs fois à la porte d'entrée et demain, quand tu rentreras du travail, je serai de retour. » Je ne pouvais pas en croire mes yeux en lisant cela et je me suis soudainement sentie atrocement terrifiée, comme si je n'étais pas seule chez moi. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée et je suis allée dans ma voiture. Une fois en sécurité dans celle-ci, j'ai roulé en direction de la station de police la plus proche. Je leur ai tout raconté et ils ont fini par mener l'enquête et envoyer un officier surveiller ma maison pendant quelques jours. Je ne pense pas qu'ils aient trouvé la personne derrière toute cette affaire, mais aucune chose semblable ne s'est produite par la suite.
when you fuck shit up, some guys will take attention to that and they will try to stop you. So let's say you want to destabilize a region because you're sucking the blood of every cow, and now the population doesn't have milk or food to eat. So you're destabilizing the economy. Francis could see that as a way to get the people under his reign to be more upset. So he does that. It's more severe, the punishment for people who harm livestock and things like that, you know? So it's a way for the world to react to the shenanigans you're doing. And if you do certain fuckery under the influence of different people, different leaders, some of them, like for example, let's say Ambrose, he likes Francis and he wants him to, you know, keep ruling. But it could be that Bakir doesn't like Francis and doesn't want him to rule. So it could be that he tries to help you out, fuck with him. But then the other two people who likes Francis, it's kind of like a reputation system. Yeah? You can see multiple open world activities are tied to Ambrose.